Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, émission dédiée au football africain, maghrébin et international. Aujourd'hui, vous pouvez nous suivre bien évidemment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. On va parler aujourd'hui de deux sujets qui sont la Coupe arabe et donc la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun. Pour m'accompagner aujourd'hui, je serai avec deux chroniqueurs. Le spécialiste du football tunisien, Raïd, bonjour. Bonjour à tous. Et Tarek, l'agent de joueurs professionnels. Bonjour Tarek. Bonjour, salut à l'équipe. Je suis content. Bientôt la CAN commence dès dimanche. Bientôt la CAN, effectivement. Donc là, aujourd'hui, on va commencer par la Coupe arabe avec cette finale. Algérie-Tunisie. Une victoire algérienne qui s'est dessinée lors des prolongations, 2-0. But de Sayoud. Et un très beau deuxième but, un très beau but, mais on en reparlera parce qu'il y a aussi une petite erreur du gardien tunisien. Grosse erreur, qui lui a coûté sa place d'ailleurs. Voilà, et le deuxième but de Brahimi. Donc cette finale, vous en avez pensé quoi, Raïd ? Alors tout d'abord, je voudrais déjà parler du tournoi dans l'ensemble, qui a quand même été globalement très réussi. À partir des quarts de finale, on a quand même des beaux matchs. Le Maroc-Algérie, ça a été sûrement quand même le plus beau match du tournoi. Beaucoup en termes de d'intensité. jeu, beaucoup d'intensité. Ça aurait pu passer pour le Maroc, comme ça aurait pu passer pour la Tunisie en finale face à l'Algérie. Bon voilà, c'était quand même une belle finale entre l'Algérie et la Tunisie, ça a été très serré. C'est passé du côté algérien et voilà, félicitations à l'Algérie. C'est pour nous une très belle préparation pour la Coupe d'Afrique, parce qu'on va en parler tout à l'heure, il n'y a pas eu de match amicaux pour toutes les équipes en général. Donc voilà, un tournoi vraiment plutôt réussi. Je pense que c'est une bonne préparation aussi pour l'organisation de la Coupe du Monde, ça a donné une très belle image. Beaucoup d'argent aussi pour les fédérations, notamment pour l'Algérie et la Tunisie. Donc je vais laisser Tarek s'exprimer sur le sujet. Moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Raïd. Très bonne organisation dans l'ensemble. Au niveau de la finale, une finale ça se gagne, ça se joue pas. C'était un match très serré. On a vu une équipe d'Algérie, une équipe de Tunisie assez dominante. Après, voilà, ça s'est joué sur des détails. La frappe de Sayoud, comme tu disais, une grosse erreur de Moez Hassen. On le voit mieux dans les ralentis. Il en paye le prix, Moez Hassen, qui n'a pas été sélectionné par l'entraîneur tunisien pour la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Je pense que c'est justifié. Ouais. Je pense que c'est justifié. C'était l'erreur de trop, je pense. Je remets pas en doute la frappe de Sayoud, qui était une très belle frappe. Mais c'est vrai que Moez Hassen, et pourquoi, et je vais revenir sur la fin du match, on a eu, je m'en souviens, d'un Tunisie-Burkina Faso en Coupe d'Afrique, je ne sais plus à quelle année, où on a Matlouti qui monte, un gardien qui monte. Je pense que c'est pas dans la culture tunisienne. Au mieux qu'il reste en place, même si on perd 1-0 et qu'il reste 5 secondes. Et juste pour rappel, la Tunisie qui en 2019, la plupart de ses buts sont dus à des erreurs de gardien. C'est ça. Donc ce problème de gardien en Tunisie date depuis quelques années. On n'a pas trouvé de successeur. Balbouli, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas concrètement depuis quelques années maintenant, on n'a pas trouvé un successeur à Matlouti. Aujourd'hui, Ben Moustapha c'est très fébrile, Moez Hassen c'est très fébrile. Aujourd'hui, je pense que c'est l'heure de donner la chance à des gardiens qui le méritent, qui méritent d'avoir un temps de jeu. On ne sait pas s'ils méritent d'avoir la place de numéro 1, mais qui méritent au moins de prouver leurs compétences. Et pour Moez Hassen, je pense que la sélection sera qu'un mauvais souvenir, on va dire, pour lui, parce qu'à mon avis, il ne sera pas forcément rappelé. Vu la qualité, c'est paradoxal, mais il y a quand même des très bons gardiens dans le championnat tunisien. Et à mon avis, aujourd'hui, il y a quand même quelques gardiens qui méritent leur chance avant de redonner une chance à Moez Hassen. Rappelons que Moez Hassen, qui a été resté sans club pendant quelques temps, il a signé au club africain, il enchaîne les matchs. Peut-être qu'il aura aussi la possibilité de revenir à un meilleur niveau. C'est un gardien atypique, Moez Hassen. C'est déjà un gardien plus petit que la moyenne. Donc déjà c'est compliqué. Voilà, 1m80, c'est assez petit dans l'univers des gardiens. C'est minimum 1m85 si je ne me trompe pas, même si je ne suis pas spécialiste en la matière.
Donc compliqué, on a l'impression que quand il vient en Tunisie, il n'a pas cette mentalité de gagnant, quoi. Hein. C'est pas, tu vois, quand tu regardes à Mboli en Algérie, même si c'est quelqu'un d'assez calme, posé, c'est quelqu'un, tu sens dans le regard, qui est prêt à tout donner pour la nation. Moïse Hassen, on dirait un touriste. Après, concrètement. moi je pense aussi que il y a aussi des torts du côté de la fédération qui depuis son opération, donc après la Coupe du Monde 2018, a continué d'appeler Moïse Hassen alors qu'il n'avait aucun match. C'est-à-dire que quand il est arrivé à la CAN 2019, il me semble qu'il avait à peine 5 matchs dans les jambes en fait, à peine 5 matchs. Et des matchs, je crois, avec des clubs, avec la réserve de son club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu arrives à une compétition, donc la CAN 2019, avec aucun match en fait dans les jambes. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir si on doit resélectionner Moïse Hassen, c'est pourquoi on l'a sélectionné à cette époque-là. Alors, je rebondirai. Il y a effectivement ce problème de Moïse Hassen qui jouait pas en club. Mais celui qui est numéro 1 en Tunisie n'est autre que Farouk Ben Moustapha, qui lui, Farouk Ben Moustapha, n'est pas titulaire dans son club. Il joue pas à l'Espérance sportive de Tunis, à ce que je sache. Non, il est pas titulaire. Après, il y a quand même une relation aussi assez particulière entre Farouk Ben Moustapha et Monder Kebayer, qui à l'époque était au CAB et qui a fait monter Ben Moustapha. Donc il y a une relation de confiance entre les deux. Et je pense que Kebayer porte le choix sur Ben Moustapha par rapport à sa relation, à mon avis, de confiance. Donc ils se connaissaient avant. Bah oui, forcément. Et je pense qu'aujourd'hui, si Monder Kebayer n'était pas sélectionneur, à mon avis, Ben Moustapha ne serait peut-être même pas dans la sélection, vu que comme tu l'as dit il y a quelques secondes, il n'est même pas titulaire au sein de l'Espérance de Tunis. Mais je pense, comme disait Raïd, pour terminer et essayer de faire un petit mot sur l'Algérie, je pense qu'il faudrait essayer d'autres gardiens. Et je sais que dans les 4 gardiens, il me semble pour la Coupe arabe, il y a un certain Ali Jamal, je crois, qui a été convoqué, qui était passé par le Stade tunisien. Qui joue à Monastir. Qui joue à Monastir, et lui... À l'Étoile. À l'Étoile, pardon. À l'Étoile, et lui j'aime beaucoup au niveau de la mentalité. Je pense qu'il faudrait un gardien comme ça, et il faudrait lui laisser sa chance, parce qu'il a fait une très bonne saison au Stade tunisien. Sinon, pour rebondir sur l'Algérie, voilà, il y a eu des joueurs qui étaient présents, comme Belaïli, il y a eu Brahimi, qui s'est redécouvert lors de cette Coupe arabe, et qui est reconvoqué pour la CAN. Donc il revient un peu de loin. Il jouait gros, voilà. Brahimi. Il revient un peu de loin. Mais oui, pour revenir au gardien, parce que tu as cité Monastir, oui, il y a aussi le goal de Monastir, hein, Béchel Ben Saïd, qui aujourd'hui mériterait peut-être quelques minutes. Alors, pour clôturer ce petit paragraphe des gardiens là, en Tunisie, tu penses qu'aujourd'hui, lors de cette CAN, qui sera titulaire ? Parce que est-ce qu'on a le temps encore ? Est-ce que la Tunisie a le temps d'essayer pendant cette Coupe d'Afrique des Nations ? Où on se lance avec Farouk, Ben Moustapha. Malheureusement pour les prétendants à la première place, le fait qu'il n'y ait pas de match amicaux fait que Guébayer ne va pas prendre le risque de mettre un gardien qui n'a ne serait-ce qu'une mi-temps dans une compétition officielle. Il mettra Farouk Ben Moustapha. Maintenant pour revenir dans cette finale de manière globale, je pense quand même que malgré les critiques qu'on a eues à l'égard de Monder Kebayer, ça a été quand même une très bonne équipe de la Tunisie qui a montré quand même du jeu face à l'Algérie. On n'a pas eu peur. On a pensé quand même que la Tunisie allait peut-être jouer avec 5 défenseurs, ça allait jouer défensif, on allait laisser le ballon à l'Algérie, pas du tout. On a quand même joué, on aurait pu gagner ce match tout simplement. Non, mais c'était du 50-50. Une petite parenthèse, j'en discutais aussi hier avec un groupe de supporters algériens. Bounedjah en baisse de régime, en tout cas moins efficace avec l'équipe nationale de l'Algérie. Donc je pense que Bounedjah, ça va être l'interrogation. Bon, l'Algérie a aussi une option en plus qui est Slimani, qui est plutôt en forme. Notamment, on l'a vu le dernier match contre le Ghana. Et sinon, il faudra aussi soulever la performance de Hannibal Mejbri, qui a été très bon. Hein, on va en parler. Quels sont pour arabe. vous les joueurs qui se sont distingués lors de cette compétition côté tunisien et algérien ? Alors clairement pour moi, durant cette finale, c'est vraiment Raïlen Charlel qui m'a vraiment impressionné. Franchement, j'ai rarement vu un milieu de terrain aussi performant durant un match surtout de l'équipe nationale. Vraiment la finale, c'est incroyable. Bon, c'est un joueur que je suis depuis ses débuts à l'Espérance. C'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est vraiment et qui joue quel poste, rappelle-le, milieu de terrain. Milieu de terrain, 7 ou 8. Mais
mais vraiment, Charlel, pour moi, il mérite vraiment sa place. Pour moi, il mérite vraiment sa place de titulaire en Coupe d'Afrique. Alors, Mesbri, il n'a pas d'expérience, donc malgré le fait qu'il sur le secteur du milieu de terrain, ça a peut-être été le meilleur dans l'ensemble du tournoi, mais le fait qu'il n'ait pas d'expérience en Coupe d'Afrique, vaut mieux, je pense, le laisser remplaçant. D'ailleurs, il a eu le Covid, donc à mon avis, il ne sera pas là pour le premier match. Mais oui, pour moi, clairement, Charlie, il est le joueur qui m'a impressionné, ne serait-ce qu'en finale. Alors, Chalali, qui a fait une très bonne compétition. On a également l'arrière gauche, Ben Ahmida, qui joue à l'Espérance sportive de Tunis, qui a fait une très bonne, très bonne compétition. Belaïli, fidèle à lui-même, avec un but zlatanesque. Alors, on va revenir à l'Algérie. Pour les Algériens, quels sont les joueurs qui vous ont... Bon, Brahimi a clairement gagné sa place. Alors, je parlerai dans parce le groupe A, en tout cas. Il y a un lien, en fait, dans cette finale entre l'Algérie et la Tunisie, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs algériens qui évoluent en Tunisie. Et cette finale va profiter au club tunisien parce qu'aujourd'hui il y a un joueur comme Taïb Meziani qui est en négociation avec un club saoudien pour un départ avec un très gros montant. Tu as Ben Yada de l'arrière droit qui a joué à la finale et qui a la et l'arrière gauche de l'Espérance, Elias Chetty. Et bien sûr Elias Chetty. Donc il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui sont en vue, qui sont prêts à te vendre avec des gros cachets. Donc je pense que les clubs tunisiens qui sont en difficulté financière vont pas se priver de vendre ces joueurs-là. Très bien. Donc en tout cas, c'était une finale, on l'a vu, très serrée. Ça s'est terminé. On va quand même dire quelques mots sur la sélection marocaine qui, malgré son élimination, je trouve avait une très bonne équipe avec des joueurs qui malheureusement pour la plupart ne seront pas à la CAN puisque Vaïd a décidé de convoquer que Rahimi et Benoun grâce à la règle de la FIFA qui a permis aux sélections de rajouter 5 joueurs, mais sinon ils n'étaient pas à la Coupe d'Afrique. On a l'impression que Vaïd ne compte pas du tout sur les joueurs locaux. Il a du mal à faire confiance. Ouais. C'est bizarre, alors qu'en Algérie, justement, c'est lui qui a lancé Slimani, c'est lui qui a lancé Djabou. Ouais. Il a lancé quand même plusieurs joueurs locaux. Et surtout que la Botola, le championnat marocain est quand même d'un certain niveau. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs championnats. Bien sûr, après, il y a des choix qui ne sont pas expliqués. Il y a un malentendu aussi avec Ziyech. Je ne sais pas si c'est comportemental ou si c'est le style de jeu, le style de jeu qui l'intéresse pas, mais c'est vrai que Vaïd et le Maroc, pour l'instant, on va dire qu'il est sauvé par les résultats. Parce que le jour où ça fonctionnera pas, ils n'hésiteront pas à lui mettre un coup de pied aux fesses et le dégager. En tout cas, on a vu une équipe du Maroc qui a commencé très fort cette compétition, 9 points lors des phases de groupe. Quart de finale perdu contre les Algériens. Déçu un peu de la prestation des Marocains, on s'attendait peut-être à mieux. En début de match, on sentait énormément de pression de la part des joueurs marocains, notamment à la sortie des vestiaires. On voyait par exemple Walid Azaro qu'on sentait qu'il n'était pas bien, qui avait du mal à gérer la pression. D'ailleurs, il est passé à côté de son match, Azaro. Ouais, totalement. Il y a malheureusement aussi Achraf Ben Cherki qui a fait les frais de ses mauvaises prestations, qui pour moi lui est clairement qui doit être clairement sélectionné en équipe du Maroc. C'est le grand perdant qui sera absent de cette CAN. Malgré tout, j'ai trouvé quand même le Maroc dans l'ensemble une très bonne équipe. Malheureusement, il y a énormément de joueurs qui mériteraient, je pense, pour ma part, leur place dans cette CAN, mais qui seront absents. Félicitons l'Algérie qui était favori et qui a rempli toutes les cases. Oui, qui était favori, mais le Maroc aussi était quand même favori, faut pas l'oublier. Le Maroc aussi qui était favori pour cette compétition. Bon, c'est vrai que l'Algérie, clairement, ils ont battu tous les gros, donc on va dire qu'ils méritent amplement cette coupe. Maintenant, on va parler de la CAN et ça sera des conditions totalement différentes. Exactement. En parlant de ça, on va passer à notre deuxième volet. On va clôturer le premier de la Coupe arabe, qui était une belle compétition au niveau infrastructure, organisation. Je pense que le Qatar a pu se distinguer avec cette compétition pour montrer aux yeux du monde qu'ils sont prêts pour cette Coupe du Monde qui arrive très bientôt. Alors oui, deux petits mots sur le Qatar. Alors visiblement, il a quand même des problèmes d'organisation au niveau de l'avant-match. Apparemment, il y a beaucoup de difficultés à accéder au stade. Donc j'ai eu des échos. C'est ce que je disais dans la précédente émission, le Soudan est resté bloqué 1h30 avant de rentrer au stade. Ouais. Et apparemment, les supporters, on les arrête, c'est-à-dire, on va dire peut-être 1 kilomètre du stade, puis
puis ils doivent se débrouiller en fait pour aller accéder au stade à pied. Et si on remarquait bien, lors des matchs, on voyait que les stades n'étaient pas pleins. Pourtant, on nous disait que c'était à guichet fermé, mais dès le coup d'envoi, on voyait que le stade il n'était pas forcément plein. C'est dû au fait que les supporters n'arrivaient même pas à l'heure, en fait, tout simplement. Bon, j'espère que ce sera pas un manque d'engouement, mais en tout cas, au niveau des infrastructures... En tout cas, ils ont du temps pour corriger. C'était l'objectif de cette Coupe. Ils ont un an. Exactement. La Coupe d'Afrique des Nations. Alors, la Coupe d'Afrique des Nations qui va avoir lieu au Cameroun. Une compétition qui a fait beaucoup parler. On a même entendu dire le président de la FIFA qui voulait... reporter cette compétition. Les clubs qui ne lâchaient pas leurs joueurs et des déclarations plus qu'ambiguës de la part notamment de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Cette Coupe d'Afrique des Nations, vous la voyez comment, Raïd ? J'ai hâte de voir comment ça va se décanter parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, avec le Covid, etc., honnêtement, on sent que ça va être une compétition très particulière. À mon avis, on n'a pas fini de parler du Covid. Là, déjà, il y a énormément de soucis avec ça. Alors, pendant la compétition, à mon avis, il y aura forcément des absents, il y aura forcément des joueurs absents pendant la compétition. En parallèle, on a eu cette pression de la FIFA qui fait qu'aujourd'hui, le Cameroun, ils ont la pression. Il va falloir absolument que cette compétition soit une réussite. Moi en tout cas j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Samuel Eto'o qui est monté au créneau pour répondre un peu au football international et surtout viser le football européen. Après Samuel Eto'o il est dans sa position, c'est-à-dire que lui il vient comme un réformateur déjà dans le football camerounais, on veut tout réformer, il veut s'affirmer aussi auprès des instances continentales et même mondiales parce qu'il connaît en tant que joueur pro de haut niveau, il connaît aussi certains membres des instances, et notamment Gianni Infantino. Maintenant, moi je suis très pessimiste quant à l'organisation de cette CAN. Déjà, ça a pris une dimension politique, parce que le président de la FIFA est intervenu pour justement la reporter, comme on le disait précédemment. Mais il y a aussi l'ECA, l'European Club Association, donc l'association des grands clubs européens, qui a mis la pression justement parce que ça les arrangeait pas. On sait très bien qu'en janvier, février, mars, c'est là où se joue en fait le championnat. Dans la plupart, notamment en Angleterre, etc. On parlait d'un Liverpool, quand tu perds Sadio Mané et Salah, c'est très compliqué. Alors, je voulais revenir dessus, Tarek. Ce problème n'est pas... il ne date pas d'aujourd'hui. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Mais après, ça se suit aussi de complications organisationnelles. C'est-à-dire que le Cameroun, elle devait déjà accueillir en 2019. Ça a été reporté, oui. Voilà, elle n'est pas prête à 100% aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être à 90, à 95, mais elle n'est pas prête. Et pour rebondir sur ce que disait Raïd, la situation Covid avec ce virus Omicron, ça complexifie encore plus. Et c'est ça qu'a peur les clubs européens. C'est que les joueurs reviennent et viennent contaminer les autres. C'est un peu ça leur discours, mais ils défendent leurs intérêts aussi sportifs. Maintenant, aujourd'hui, quand on voit la Gambie qui devait jouer contre l'Algérie et qui a eu 16 joueurs out, pas tous covidés, il y a eu des blessures, etc. On voit le coach belge Tom Simflet qui avait même pas un gardien sur les 3. Comme disait Raïd, ça peut être compliqué, ce début de compétition. Si on a 6 ou 7 joueurs par équipe qui sont positifs au Covid, sachant qu'en plus, même l'accès au terrain sera notifié par un test PCR, en plus du pass vaccinal, ce qui complexifie. Vous voyez les supporters faire tous les 48 heures des tests PCR, ça va être ingérable, ça va être très compliqué. Et si on a beaucoup de joueurs, juste pour terminer là-dessus, contre le Covid, ça va plus être une CAN, ça va être une CHAN, hein. Ça va être très compliqué. Pour rappel, la CHAN, c'est la compétition des joueurs locaux. C'est vrai, mais est-ce que c'est manquer de respect au football africain que de tout le temps remettre en cause cette Coupe d'Afrique des Nations, qui est aujourd'hui l'équivalent de la Coupe d'Europe, peut-être pas en termes de niveau, mais en termes d'engouement, c'est quelque chose de très important pour le continent. Pour rebondir, en fait, on parle de ce sujet-là, de reporter la CAN, que depuis, je vais peut-être fâcher les amis camerounais, j'en ai beaucoup, que depuis que le Cameroun s'est porté candidat
à l'élection de l'organisation, pardon, pas l'élection de la Coupe d'Afrique 2019. On n'en parle que là. Le fait de ne pas vouloir lâcher ses joueurs. Les clubs aujourd'hui en Europe ont du mal à lâcher des joueurs. C'est pareil. Mais justement, je voulais rebondir sur ça. On critique souvent l'Europe. Mais aujourd'hui, on voit clairement que, par exemple, récemment, il y a le joueur de l'attaquant nigérian Igalo qui s'est vu refuser son voyage au Cameroun, car son club saoudien a refusé en fait de le laisser partir pour la CAN en prétextant qu'ils avaient reçu la demande de la sélection nigériane trop tard. Effectivement, donc aujourd'hui, il y a eu un délai. Aujourd'hui, on remarque qu'en fait, il n'y a pas que l'Europe qui ne respecte pas l'Afrique. Alors attention, c'est peut-être un des seuls cas aujourd'hui, hormis l'Europe. La plupart du temps, les clubs européens ont du mal à lâcher leurs joueurs. Il y a un problème avec Ismaïl Assar, le Sénégalais, qui pour l'instant est bloqué par Watford. Watford ne veut rien comprendre aujourd'hui, il ne veut pas le laisser. Et puis, c'est une info à prendre des pincettes avec le joueur ivoirien de l'Espérance de Tunis, Fossini Koulibaly, qui devait être sélectionné et qui au final est resté à Tunis. On ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, on nous dit qu'il a le Covid. Alors, est-ce que c'est une fausse excuse pour ne pas le laisser partir? Mais clairement, il a été sélectionné et il n'est pas parti. Aujourd'hui, on n'a aucune information. Après, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal aussi de la reporter en juin. Le problème, c'est où est-ce que va se jouer en fait la Coupe d'Afrique. On sait que le climat en juin-juillet, au Cameroun, c'est la saison des pluies en Afrique centrale. Ce qui serait dramatique pour le football africain et le football dans son ensemble. Donc c'est vrai qu'un report en juin-juillet, c'est compliqué. Mais si par exemple le Maroc, la Tunisie ou le Gabon pouvaient l'accueillir, là c'est vrai que ce serait beaucoup plus simple. Rappelons que la CAN 2019 s'est jouée durant une période estivale. En Égypte, et ça s'est très bien passé, il faisait chaud, c'était pas la saison des pluies. Le problème, le Cameroun, si vous le devez reporter, ce sera qu'en 2023. Et c'est très compliqué aujourd'hui. On a parlé de la Coupe arabe au Qatar et on a aussi parlé d'une éventuel transfert de la compétition au Qatar, donc ça aurait pu se faire au Qatar. Moi honnêtement, j'aurais pas dit non pour une Coupe d'Afrique au Qatar, même si effectivement ça enlève le charme de l'Afrique, etc. Mais aujourd'hui, ça aurait facilité, je pense, la compétition avec des infrastructures qui vont, sans manquer de respect aux Camerounais, qui n'ont rien à voir, qui est de loin meilleur, bien meilleur. Et je pense que ça aurait facilité beaucoup de choses. Après, aujourd'hui, on n'a peut-être pas envie d'accepter à ce qu'une Coupe d'Afrique soit délocalisée en Asie. Mais aujourd'hui, le constat il est là, c'est que on a des pays qui ne sont même pas capables en fait d'organiser ce genre de manifestation. Et comme l'a dit Tarek, cette compétition qui a déjà été repoussée au Cameroun, aujourd'hui on se retrouve en 2022 et on a le même qui n'est problème. toujours pas prêt en fait. On a le même problème. C'est quand même incroyable. Il y a le même problème, c'est ça qui est compliqué. C'est compliqué de toute façon au niveau infrastructure, mis à part peut-être l'Afrique du Sud, le Maroc et un peu l'Algérie. En Afrique, je vois pas d'autres pays qui peuvent être prêts à 100%. Ça s'est bien passé en Égypte. Moi j'y étais, ils avaient des très beaux stades, l'organisation c'est plus ou moins bien passé, à part pour les fan ID, parce que maintenant on sait qu'il y a un système, c'est comme la Coupe du Monde, c'est automatisé, c'est bien. Vous pouvez pas rentrer au stade sans votre fan ID et après vous achetez des places grâce à votre fan ID. Je parle pas du black market, du marché noir. Mais en temps normal, vous devez acheter ça en ligne, etc. Ça se passe plutôt bien. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que la CAN aujourd'hui est passée à 24. Donc qui dit une CAN à 24, il faut encore plus de stades. Il n'y a pas beaucoup de pays qui a minimum 5 ou 6 stades en fait. C'est ça le problème. Et le fait de passer à 24, vous pensez pas que ça baisse le niveau de cette compétition? Oui, mais clairement, on va en parler tout à l'heure avec le calendrier, etc. Ça fausse quand même, je trouve, la compétition. On va se retrouver aujourd'hui avec des huitièmes de finale, avec des chocs en fait, clairement. On en reparlera tout à l'heure, mais quand tu vas te retrouver avec un éventuel Algérie-Égypte en huitième ou en Tunisie-Algérie en huitième, je suis désolé, mais moi je trouve que moi, je suis 24, pas contre, c'est pas... Moi je suis pas contre une CAN à 24. Je trouve que ça va dans l'évolution du football. Faut pas oublier qu'en 2026, il y aura 8 équipes africaines qui pourront participer à la Coupe du Monde. Donc ça, c'est une grosse évolution. Je sais pas si c'est confirmé. Normalement, c'est 8. La coupe du et monde avec un 9e en barrage. Voilà, ça va dans l'évolution. Si on a plus d'équipes africaines qui vont en Coupe du Monde, si c'est confirmé, c'est normal qu'après qu'on ait plus d'équipes dans la compétition. Bien sûr. Voilà, après, ça reste mon avis. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va parler des groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le groupe A, qui est le groupe du pays organisateur, le Cameroun. Le Cameroun qui était avec l'Éthiopie, le Cap-Vert et le Burkina Faso. Cameroun largement favori? Oui, favori, complètement.
complètement. Je pense que comme à chaque compétition, le pays organisateur est bizarrement avantagé. Donc un groupe largement à la portée du Cameroun qui finira à mon avis premier. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce groupe. Je pense que Burkina Faso, vous les voyez deuxième? oui, je pense que ça va jouer avec le Moi, je dirais avec le l'Éthiopie. Cap-Vert, Moi, je dirais l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est une équipe très compliquée à jouer parce que c'est une équipe qui joue bien au ballon, l'Éthiopie, qui physiquement n'est pas terrible, mais qui joue très très bien au football, qui pratique un très beau football, qui est une équipe que les autres équipes ne connaissent pas de manière générale, parce que c'est un pays assez fermé. Et moi, je mettrais ma petite pièce sur... Petite surprise avec l'Éthiopie. Sur l'Éthiopie, ouais. Moi, je mettrais... je pense que ça va se terminer, moi, pour un duel entre le Burkina et le Cap-Vert. Faut pas oublier que le Cap-Vert, ils ont fait de très bons éliminatoires avec le Nigeria. Ils auraient pu se qualifier encore la dernière journée. Jusqu'à la dernière journée, effectivement. Donc, Cap-Vert, Burkina, de ce qu'on a vu, le Burkina la dernière journée face à l'Algérie, où ils auraient pu quand même créer la surprise. Ça s'est pas fait, mais il leur manquait beaucoup de joueurs. Je pense que c'est des équipes qui vont se battre pour la deuxième place. Pour la première place, on sait que le Cameroun va finir premier. Surtout qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup d'équipes, de nations qui font vraiment qui sont des surprises. C'est très rare. La dernière Coupe d'Afrique en 2019, on avait le Madagascar, je crois, qui était arrivé en quart de finale. Après, sinon, on remonte à 2013, la Zambie d'Hervé Renard, 2012, qui était un exploit. Sinon, après, on ne sait jamais dans le football ce que nous réserve l'avenir. Il y a eu le Burkina aussi en 2013 qui a atteint la finale. Donc oui, de toute manière, il y aura toujours une sélection surprise, justement, du fait que nous sommes 24 aujourd'hui dans cette compétition, mais comme à l'Euro. Comme à l'Euro, on avait vu le Pays de Galles en 2016 arriver en demi-finale. Quand tu as une compétition avec énormément d'équipes, il y aura forcément une surprise. Très bien. Le groupe B, c'est le groupe du Sénégal. Sénégal, Guinée, Malawi et Zimbabwe. Un groupe assez homogène, mais avec un grand favori, encore une fois, à l'image du groupe A avec le Cameroun. Le Sénégal, en précisant que le Zimbabwe, c'est pas sûr qu'il joue cette CAN, peut-être remplacé par la Zambie. Il y a des échos qui disent l'Afrique du Sud aussi également, donc je ne sais pas aujourd'hui. Mais le Zimbabwe, la fédération a été suspendue pour des affaires, je crois, d'abus sexuels envers des femmes arbitres. Et donc, pour l'instant, pas sûr de jouer cette CAN. Mais pour revenir à ce que tu disais, oui, Sénégal favori. Guinée un peu compliqué, sachant que Guinée, pour la petite parenthèse, le président actuellement a mis une grosse pression sur l'équipe nationale de Guinée, qui leur a dit en gros, si vous ne gagnez pas la CAN, vous allez rembourser tous les frais qu'on a mis sur vous. C'est une vidéo qui est un peu tournée. C'était assez drôle. On a vu ça. Mais bon, je pense que le Sénégal, s'en sortira ça premier. reste un groupe, on le verra tout à l'heure, intéressant, puisque le deuxième de ce groupe-là affrontera le deuxième du groupe F, qui est celui de la Tunisie et du Mali. Et on verra que finir deuxième, ça a des avantages, bizarrement. Le groupe C, c'est le groupe du Maroc. Maroc, Ghana, Gabon, Comores. Sur le papier, Maroc, Gabon et Ghana, c'est pas mal, mais c'est plus le Gabon d'avant. Est-ce que le Maroc, vous les voyez favoris de ce groupe, sachant que le Ghana, c'est sur une pente descendante. Ils sont pas très bons en ce moment. Maroc, oui, parce qu'ils pratiquent, je pense, un des plus beaux footballs africains aujourd'hui. D'accord. Le Ghana, comme tu le disais, ils sont à la pente descendante. Moi, je mettrais une petite pièce, parce que j'aime bien les petites équipes, mais je mettrais une petite pièce sur les Comores, un peu à l'image de Madagascar, en 2019, peut-être. Mais sinon, voilà, le grand favori, ça reste le Maroc. Le Maroc qui doit justifier ses très bons résultats sur ces derniers mois. Grosse pression sur cette équipe nationale. Sur les épaules de Vaïd, parce qu'ils ont gagné tous leurs matchs, même si ça a été joué à domicile. Bien sûr. Et qui a une très belle équipe, la non-sélection de Ziyech aussi, qui est tout double pour Monsieur Vaïd. Exactement, il devra assumer ses choix et il devra assumer les conséquences. De toute façon, si le Maroc sort avant les demi-finales, je pense que ça va être très compliqué pour Vaïd. De toute manière, on va avoir une indication très rapide, puisque le premier match du Maroc, c'est face au Ghana. Donc ça sera un match pour la première place, je pense. Le Ghana qui après avoir visionné son match amical face à l'Algérie, ça reste quand même... c'est pas terrible. Franchement, bon, après, alors, est-ce que l'Algérie était bien plus forte que le Ghana? Je sais pas. Mais c'est vrai que le Ghana, c'était... 3-0, c'est quand même qu'on est plus fort, normalement. Oui, mais franchement... Après, tu joues un match, tu joues un Algérie-Ghana au Qatar et tu joues un Algérie-Ghana au Cameroun, ça sera, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc un Maroc-Ghana au Cameroun avec des conditions très compliquées.
Je donnerais pas en fait de favori, je pense que c'est du 50-50. Et surtout avec une équipe du Maroc qui a beaucoup de joueurs qui, ça va être leur première CAN. Il y a des joueurs, ça va être leur première expérience en terre africaine. Donc moi, comme je l'avais dit dans une précédente émission, je pense que ça va être compliqué quand même pour le Maroc, cette CAN là. Alors je dis pas qu'ils vont pas atteindre les 8e, hein, mais je les vois pas aller très loin en fait, hein, avec cette équipe qui en manque d'espoir. Mais ça veut rien dire aujourd'hui, le football. En tout cas, pour toutes les équipes maghrébines, excuse-moi de te couper, pour toutes les équipes maghrébines, rappelons, et c'est dans l'histoire, c'est historique, qu'aucune équipe maghrébine s'est imposée en Afrique subsaharienne. Hormis l'Égypte, mais qui n'est pas dans le petit Maghreb. La Tunisie aurait pu le faire en Afrique du Sud en 96. L'avantage quand même qu'ils ont, le Maroc, c'est qu'ils ont une défense quand même très solide. Aguerre et Saïs, c'est quand même assez solide. C'est du lourd. Donc si Vaïd décide de jouer plutôt tactique qu'offensif avec du jeu, il y a quand même moyen que le Maroc puisse aller de l'avant. Ça sera à voir. Le Gabon, comme on l'a pu le voir avec beaucoup de joueurs qui ont le Covid. C'est plus le Gabon d'Aubameyang. Oui, et puis c'est plus des joueurs qui vont aller faire la fête à Dubaï. Et les scandales qui touchent le football gabonais de manière générale. On a vu la petite enquête de Romain Molina d'ailleurs que je salue. Oui, des affaires de pédophilie, abus sexuels. C'est ça, c'est en cours. Donc à voir. Mais vu que justement une CAN à 24, je vois bien les 3 équipes passer, c'est-à-dire Maroc, Ghana, Gabon, je vois ces équipes-là passer en 8e de finale. En tout cas, la Fédération marocaine de football qui a envoyé avec ses joueurs 5 tonnes de matériel, donc c'est pas pour se faire éliminer au premier tour. Oui, écoute, c'est énorme, 5 tonnes. La Fédération marocaine a de l'argent, alors pourquoi s'en priver ? Par contre, petite parenthèse, je pense que le Maroc, ils ont décidé de ramener tout avec eux, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des histoires avec le Gabon et la Guinée-Bissau très récemment, avec des histoires de nourriture, de poison, etc. Donc j'imagine que les Marocains ont dû dire on va ramener notre propre jus. Ouais, oui, avant qu'on vit la même chose. Donc oui, effectivement, je pense que ça serait bête de se faire éliminer assez tôt. De là à amener du personnel pour l'hôtel, c'est aussi peut-être ne pas avoir confiance aux infrastructures et au personnel sur place. Ils ont l'expérience, hein, pour prendre la défense des Marocains, ils ont l'expérience, ils ont connu 2-3 scandales à vérifier ou non, si c'est vrai ou pas, mais voilà, ils préfèrent être prudents et donc ils ramènent leur matos, comme disait Raïd, c'est une des fédérations les plus riches en Afrique. Ils ramènent leur matos par prudence, leur personnel, et comme ça, après, voilà, c'est peut-être de l'irrespect pour l'organisation camerounaise. Mais je pense pas que ça touche les Camerounais. Indirectement, oui. C'est ne pas faire confiance au personnel qui est sur place. Après, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir, sachant qu'ils ont les moyens de... Non, mais même, est-ce qu'on peut juste leur en vouloir par rapport à ce qu'on voit, ce qui se passe au Cameroun, à l'organisation? Est-ce qu'on peut leur en vouloir par rapport à ça? Aujourd'hui, on voit clairement que l'organisation, elle est pas terrible, et que le Maroc a décidé en fait de prendre les devants en ramenant son propre personnel. Par contre, je voulais revenir aux Comores. Les Comores n'oublions pas, qui est l'une des rares équipes à réussir à faire un match amical avant la CAN. Ils ont fait un match amical face au Malawi qu'ils ont perdu. Donc effectivement, ça sera une première pour les Comores, cette Coupe d'Afrique. Faudra voir comment ils vont se comporter. Mais je vois malgré tout les 3 premiers, c'est-à-dire Gabon, Ghana, Maroc, passer ce tour. Pour rappel, c'est combien des 3e qui se qualifient? C'est les 4 meilleurs 3e. C'est assez facile avec 3 points, clairement, on peut se qualifier. C'est ça, un match gagné, logiquement, tu peux te qualifier en tant que meilleur 3e. Et pas sûr qu'on tombe contre un premier, quand on est 3e. On peut tomber. C'est sûr contre un premier. Oui, d'accord. Oui, et les deuxièmes se rencontrent ensemble. C'est simple, en fait, du groupe A au groupe D, les premiers de ces groupes-là prendront automatiquement un meilleur 3e. D'accord. Il n'y a que le groupe E et le F qui, eux, entre guillemets, sont un peu pénalisés. Et même s'ils finissent premiers, ils tomberont pas sur un meilleur 3e. Entendu. Ce groupe, on dit Maroc, Ghana favori, puis 3e, petite surprise, les Comores. Ouais, et puis comme je disais tout à l'heure, c'est pourquoi je suis pas forcément pour une CAN à 24, parce que clairement ça va vraiment débuter à partir des 8e. Bien sûr. C'est plutôt simple de se qualifier en 8e. C'est vrai que ça casse le charme avec ces histoires de meilleur 3e. C'est vrai que c'est pas terrible. Bon, la Tunisie, on a profité il y a 2 ans, donc on va pas se plaindre. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas... Et on connaît la suite, hein. Demi-finale et perdu aux prolongations. Le groupe D, c'est le groupe de l'Égypte. L'Égypte qui se retrouve avec le Nigeria, la Guinée-Bissau et le Soudan. On va laisser Tarek. On va laisser Tarek avec. L'Égypte, je pense, favorite.
Je pense l'Égypte favorite. Le Nigeria, ils sont toujours là, mais ils sont un peu dans la pente descendante. D'ailleurs, ils ont limogé leur coach, Bernard Traore. C'est en cours apparemment. Il faudra demander à Romain Molina apparement qui fait encore un abus sexuel. Non, apparemment il y a des histoires. Voilà, il y a des histoires. Je pourrais pas me prononcer plus parce que moi j'ai pas de preuves. Apparemment il y a quelques petites histoires. Ils ont pris un entraîneur, l'ancien sélectionneur du Venezuela, après avoir fait pour la petite histoire une offre à Mourinho. On en a entendu parler. Qu'il a refusé. Il y a eu une rumeur aussi dont Charbeni et Traoui Charbeni qui a été contacté visiblement par la fédération nigérienne. Qui a démenti par la suite, non? Alors je sais pas si Charbeni par la fédération nigérienne. C'est les médias tunisiens qui l'ont complètement faux. Ils le connaissent même pas. C'est sûr et certain. Je pense, ça m'a surpris. Mais bon, en tout cas, il est connu en Afrique quand même. Voilà. Deux Champions League. Oui, c'est vrai, mais je vois vois mal les Nigérians chercher un Tunisien. Franchement, c'est pas dans la barrière de la langue. C'est vrai que c'est pas dans la logique. Enfin bref, donc l'Égypte, le Soudan, comme je le disais dans les dernières émissions, qui a connu une restructuration de la fédération. Voilà, tout a changé. D'ailleurs, le nouveau coach Burhan, qui a le même nom que le militaire à la tête du pays aujourd'hui, qui a remodelé l'équipe, qui a gardé que 6 titulaires, qui avait qualifié l'équipe nationale à la Coupe de la CAN, qui avait battu le Ghana et l'Afrique du Sud, et que 6 titulaires, il a viré aussi le capitaine emblématique Nasreddine de El Hilal Omdurman. Donc c'est une équipe complètement remodelée. Je pense que ça va être très compliqué pour le Soudan. Et la Guinée-Bissau, c'est une équipe un peu surprise. C'est quand même une bonne équipe. Et je pense qu'ils auront leur mot. Ils vont faire un petit peu chier les Égyptiens et les Nigérians. Et je trouve que quand même c'est très dommage pour cette équipe du Soudan. Quand moi personnellement j'ai suivi leur qualification à la CAN, ils ont quand même éliminé l'Afrique du Sud. Il fallait le faire quand même. Je crois ils sont passés. Je crois qu'il y avait le Ghana et l'Afrique du Sud. Si je dis pas de bêtises. Ils ont battu la Ghana et l'Afrique du Sud. Donc c'est quand même, il faut le faire en fait. Le Soudan qui a beaucoup de joueurs qui jouent à la Champions League africaine avec le El Hilal. C'est ça, le El Hilal et le Melir, c'est les plus gros pourvoyeurs. Hein. C'est des joueurs locaux. Ouais. Il y a 2-3 étrangers à droite. Mais comme je le répétais précédemment, il y a une restructuration de la fédération. Donc l'historique président a perdu les élections, il s'est chamboulé tout, et d'ailleurs même le coach Hubert Velud a été remercié juste après la Coupe arabe. Voilà. Ouais, c'est très compliqué, mais c'est à l'image de la situation politique du Soudan, c'est le bordel partout. Après, je pense que ça va. Je pense qu'il y aura. Alors, le Nigeria, il faut mentionner qu'il n'y a pas Osimhen, il n'y a pas Igalo, et je crois qu'il manque encore 2-3 joueurs qui seront absents. On n'en parle pas beaucoup du Nigeria, mais ça reste quand même oui, ça reste quand une même nation qui peut aller très très loin. Qui sont amoindris, il faut le souligner quand même. L'Égypte, comme à son habitude, l'Égypte, on les mettra quoi qu'il arrive toujours favori parce que c'est cette Coupe d'Afrique, parce que c'est l'Égypte. Donc l'Égypte, on sait jamais. Cette Coupe d'Afrique est pas qu'à la maison. C'est ça qu'il faut aussi mentionner. Bien sûr. C'est pas donné, c'est vraiment très fort. L'Égypte, c'est la seule. Je pense que c'est la favorite au niveau des pays arabes entre guillemets qui puisse remporter cette Coupe d'Afrique au Cameroun parce qu'elle a déjà eu l'expérience. Et puis surtout que l'Égypte, quand ils arrivent à une compétition, on a toujours du mal à les jauger. On ne sait pas quel est leur réel niveau. En 2017, ils avaient raté 3 CAN, parce qu'ils n'étaient pas là en 2012, 2013, 2015. Ils arrivent en 2017, ils n'ont pas forcément un bon niveau. Puis ils arrivent en finale, et puis ils peuvent la gagner la finale contre le Cameroun, parce que le Cameroun c'était très très moyen. Ça s'est joué à un petit détail. On ne sait jamais ce que peut apporter en fait cette équipe d'Égypte durant cette compétition. Et comme je le disais tout à l'heure, le deuxième de ce groupe qui pourra affronter l'Algérie, qui à mon avis finira premier de son groupe. Donc ça fera un gros choc dès les huitièmes de finale. En parlant de l'Algérie, le groupe de l'Algérie c'est le groupe E, donc le groupe qui est juste après celui de l'Égypte. Algérie, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale et le Sierra Leone. Ce groupe, vous le voyez comment ? Le choc Algérie-Côte d'Ivoire, ça va être un match... C'est le premier match ? Non, c'est le dernier match. Ça va être un match électrique comme tous les Algérie-Côte d'Ivoire. Bon, pour l'instant favorable à l'Algérie sur ces dernières années. Voilà, la Côte d'Ivoire, elle n'est pas qualifiée pour les barrages de Coupe du Monde, donc je pense qu'elle aura une revanche à faire. Maintenant, voilà, il y a des problèmes structurels comme d'autres fédérations en Côte d'Ivoire. C'est un peu compliqué. Il me semble qu'il y a un comité de normalisation actuellement.
c'est un peu compliqué, notamment Drogba qui veut faire un peu un hold-up comme l'a fait Eto'o au Cameroun. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, même si c'est extra sportif. Maintenant, l'Algérie reste favori même pour un la deuxième CAN. sacre d'affilée, bien sûr. Même un deuxième sacre. Après, il y a le paramètre, comme je te le disais, le paramètre de l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Je suis d'accord. Après, bon, moi personnellement, je ne pense pas, malgré une série de 36 ou 35 matchs d'affilée sans défaite, je ne pense pas que l'Algérie gagnera cette Coupe d'Afrique. Tout simplement parce que c'est en Afrique et que quand on connaît les difficultés des pays du Nord à aller s'imposer là-bas en Afrique, je vois pas l'Algérie s'imposer. Alors je vois l'Algérie finir premier de son groupe, ça y a aucun souci. Vu la mauvaise préparation qu'a la Côte d'Ivoire ces derniers temps, donc apparemment les joueurs sont arrivés très tard. Une Côte d'Ivoire qui va être très revancharde. Bien sûr. Elle n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, donc elle va tout donner, elle va mettre le paquet. Je pense malgré tout que la Côte d'Ivoire, faut vraiment les mettre dans les outsiders. Je pense qu'ils auront vraiment à cœur de vouloir redorer le blason de l'équipe nationale. Malgré que les supporters n'ont pas forcément confiance en eux. Moi j'ai vu un peu des interviews, d'interviews de micro-trottoirs. Les gens il y a même des Ivoiriens qui n'ont même pas envie de suivre la CAN tellement ils sont déçus de ce qui s'est passé pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, parce qu'intrinsèquement ils ont les joueurs pour aller en Coupe du Monde, entre Haller et compagnie. Ils ont vraiment les joueurs. Après ils sont passés de très peu contre le Cameroun, ça se joue à un petit détail. Après il y a des soucis dans le championnat, il y a aussi des soucis. En fait, autour du football, il n'y a que des problèmes. Que ce soit à la tête de fédération jusqu'au petit club de Division 2 ou Division 3. En Côte d'Ivoire, depuis le Covid, c'est le bordel. Voilà. Donc ils ont envie un peu, à travers les joueurs qui jouent en Europe, à l'image de Kessié et compagnie, de redorer le blason de la Côte d'Ivoire pour faire quelque chose. Parce que le football en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il est au ralenti. De toute manière, oui. De toute manière, l'Algérie-Côte d'Ivoire, je pense, nous donnera un avis en fait sur ce que peuvent proposer les deux équipes s'ils peuvent aller très loin dans cette compétition. Maintenant, on a vu quand même l'Algérie avoir de grosses difficultés face au Burkina lors du dernier match des qualifs de Coupe du Monde. On voit clairement que l'Algérie a beaucoup de mal lorsqu'il y a une adversité plutôt physique. Donc là, qui plus est, on va être servi. Et en plus, dans des conditions extrêmement compliquées, avec des taux d'humidité assez élevés, de la chaleur. Donc, à prendre en compte que l'Algérie-Côte d'Ivoire, c'est le 3e match. C'est-à-dire que ce sera le match pour la première place, tout simplement. Le seul avantage, c'est aujourd'hui, peut-être une des deux équipes, comme l'Algérie, gagne ses 2 premiers matchs et que la Côte d'Ivoire fait une défaite, une victoire, ils vont peut-être faire tourner les Algériens. Donc du coup, on verra pas vraiment leur. Ça va être en fait ce qui va être décisif, c'est le premier match, le deuxième match, comme on le sait en Coupe d'Afrique. Mais bon, si les deux équipes ont 2 victoires, comment fait-on? Donc ce sera une petite finale avant l'heure. Clairement, je pense le dernier match. Quoi qu'il arrive, le dernier match sera le match pour la première place. Même si la Côte d'Ivoire fait un nul, ils arrivent à 4 points, l'Algérie 6. Ils voudront gagner pour finir premier. Après, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que finir premier, ça va être avantageux? Ça, il faudra voir. Parce que jouer le Nigeria ou l'Égypte dès les 8e, honnêtement, on y reviendra juste après ça par rapport aux 8e de finale. Le dernier groupe, c'est le groupe F, le groupe de la Tunisie. Tunisie, Mali, Mauritanie et Gambie. Ce groupe... Oui. Un groupe Tunisie-Mali, je pense que ça va se jouer entre eux. C'est un groupe similaire à 2019, sauf que la Gambie remplace l'Angola. C'est incroyable parce que la Mauritanie, tu suis toujours et le Mali suit toujours la Tunisie, ou la Tunisie les suit. Voilà, surtout la Mauritanie, c'est quand même incroyable. On les a eu aussi en coupe arabe des nations. Non, le choc va se faire contre le Mali qui a fait une bonne campagne de qualification, d'ailleurs qui est qualifié pour les barrages de la Coupe du Monde. Alors, en parlant des barrages, tout le monde est présent sauf la RDC, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Tout le monde est présent, donc sauf la RDC qui n'a pas réussi à se qualifier. Le Mali, dont le Mali qui a encaissé 0 but. Et qui est une équipe quand même qui est... Un très bon outsider, le Mali, attention. Et qui est une équipe très technique, malgré ce qu'on croit. On croit beaucoup que les équipes d'Afrique subsaharienne sont physiques. Mali, c'est plutôt technique et assez vif. Donc c'est une équipe qui peut poser des problèmes à la défense tunisienne. Après, voilà, la Tunisie reste l'Italie de l'Afrique. Tactiquement, elle sait bien gérer les matchs. Force de son expérience. Voilà, je pense que ça va se jouer la première place va se jouer entre le Mali, naturellement, et la Tunisie.
Mais pour l'instant, il faudra faire attention au Mali. Hein. Tunisie-Mali, c'est le premier match, Raïd. Exactement, donc ça va vite nous donner un avis sur le niveau des deux équipes. 2019, un partout. Exactement. Ça s'est terminé sur un partout. Sur une bourde de Moise Hassan, il ne faut pas oublier. Ce qui me plaît, moi, c'est que vraiment on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on joue un match face à un outsider, clairement, hein, le Mali qui aujourd'hui donne vraiment une bonne impression sur le continent. Comme l'a dit Tarek, ils ont fait un excellent parcours durant les éliminatoires, 0 but encaissé. Donc la Tunisie en a un, si je me trompe pas. Ouais. Voilà, donc ça va être des très bonnes défenses qui vont se rencontrer. Et comme le disait Tarek, au-delà de leur impact physique, les Maliens ont beaucoup de joueurs qui sont techniques, comme le joueur Djenepo, je crois, qui était déjà là en 2019, très en première ligue. Qui a fait mal à la Tunisie, justement. J'étais au stade, moi, ce jour-là, et j'étais très surpris par ce joueur. De Leipzig. Le joueur qui jouait au FC Porto, qui n'a pas été sélectionné, qui joue en Arabie Saoudite, Mariga n'a pas été sélectionné. Incroyable. Ça te montre qu'aujourd'hui le coach a une idée précise de ce qu'il veut faire avec cette équipe-là. Et il a pas hésité en fait à évincer le numéro 9 depuis quelques années. Maintenant, concernant la Mauritanie, un pays qui a évincé Corentin Martins, comme tu l'avais dit, pour des problèmes de paiement, etc. Aujourd'hui, on sent vraiment que les joueurs sont pas forcément motivés. Ils ont recruté un coach qui était à Simba, qui était en Tanzanie, qui avait aucune expérience au niveau de la sélection africaine. Qui a fait un bon parcours en Champions League avec Simba. En Champions League, c'est vrai que ça reste un choix. Est-ce qu'il va réussir à remonter les troupes, etc. Franchement, je le pense pas. La Gambie, première participation à la Coupe d'Afrique, donc à mon avis, ils vont être plus dans la découverte qu'autre chose. Je pense pas qu'on aura des difficultés à s'imposer. Ils ont des petits soucis, la Gambie. Par contre, la Tunisie, elle est tellement tactique que, à mon avis, cette histoire de finir deuxième, je pense qu'ils vont y penser clairement. Parce que finir premier, ça va pas... La Tunisie, aujourd'hui, s'ils arrivent premiers, ils jouent contre qui ? L'Algérie ou la Côte d'Ivoire, clairement, puisque ça sera les deux. D'accord, ça c'est en arrivant premier. Ouais. Et si la Tunisie arrive deuxième ? Et ça sera le groupe du Sénégal, donc le Guinée, Malawi, je sais plus, il faudra revoir l'équipe qui est avec le Guinée et le Malawi. Sénégal, Malawi, Guinée, Zimbabwe. Voilà, donc autant finir deuxième en fait. C'est vrai. Malheureusement. S'ils arrivent deuxième, ils jouent contre le deuxième de ce groupe. Exactement. Ah oui, d'accord. Donc c'est plus intéressant, on va dire, même au niveau des organismes physiques de rencontrer le deuxième de ce groupe que se taper l'Algérie ou la Côte d'Ivoire. C'est un peu à l'image du groupe de l'Algérie. L'Algérie, c'est exactement la même chose pour le groupe de l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie aujourd'hui, si elle finit premier, elle sera amenée à rencontrer l'Algérie, le Nigeria ou l'Égypte. Est-ce que ça va avantager ? Connaissant l'Algérie, Belmadi, on gagne tout le monde, on a peur de personne. Ils vont y aller, ils vont finir premier l'Algérie. Mais il faudra qu'ils s'attendent à rencontrer le Nigeria ou l'Égypte en 8e. Et croyez-moi, là, ça va être un vrai test là pour l'Algérie avec un match à élimination directe. Ou si par exemple ils rencontrent l'Égypte, là, ça va être pour moi, ça va être le choc des 8e, clairement. Hein. C'est sûr. À souligner qu'il y a des belles pelouses cette année, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Est-ce qu'elles vont tenir ? C'est ça la question. Est-ce que les pelouses vont tenir ? Je pense qu'elles tiendront tout le tournoi, au moins. Ouais, et puis après, non, je pense pas, mais au moins tout le tournoi. C'est déjà bien. Ça permettra de développer du beau jeu, et notamment pour les équipes maghrébines. Exactement. Ça sera à voir, parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore vu ce que proposait en fait le Cameroun, etc. Puisque je crois qu'il y a eu aucun match en fait sur le nouveau stade. Si, il y a déjà eu des matchs, les qualifications contre la Côte d'Ivoire. La Centrafrique n'a joué qu'à Douala, parce qu'elle pouvait pas recevoir sur son terrain à Bangui. Ayant vu le match face à la Côte d'Ivoire que le Cameroun avait gagné, moi j'étais pas forcément très satisfait du. Le Libéria aussi recevait au Cameroun. Donc j'ai regardé les matchs. À voir en tout cas pour des huitièmes de finale qui à mon avis on va se retrouver avec des huitièmes de finale où il y aura deux équipes qui seront pas peut-être amenées à avoir une place en quart de finale au final parce que justement pour moi les CAN à 24 c'est pas la Tunisie qui a connu quelques petits problèmes au niveau du staff et des journalistes juste avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement donc avec déjà l'éviction de Moise Hassan ça a pas tardé qui vient juste après celle de Adel Selimi.
Exactement, donc les raisons, je pense que c'est pas le moment de les divulguer. On arrive à la CAN, ils ont été très malins quand même au sein de la fédération, on ne veut pas divulguer les informations. Il y a eu aussi la non-sélection de Sassi, de Keshrida. La non-sélection de Sassi et Keshrida qui. Sassi n'a pas été convoqué. Non, il n'a pas été convoqué. J'ai pas regardé la liste, c'est incroyable. Après, Sassi, il n'a pas été très performant non plus alors, à la Coupe Arabe. Il s'est fait clairement. Il a perdu sa place à la Coupe mais pour Arabe. son expérience, je pense qu'il fallait le ramener même en troisième mais couteau. Mais accepte-t-il de jouer remplaçant Non, accepte-t-il d'être remplaçant? Un cadre comme lui, je pense que ça peut être ça le c'est problème. plus l'excuse qui nous dit que c'est à cause du Covid, alors qu'on l'a vu il y a 5 jours, il a joué un match avec son club de Thaïl. C'est qu'il y a un problème en fait quelque part. Le Covid, c'est pas le problème. Aujourd'hui, concrètement, Une baisse de régime depuis qu'il est au Moyen-Orient, peut-être. Voilà, c'est clairement ça. Puis j'en avais parlé lors de la précédente émission quand je vous ai qu'on sent qu'il est agacé sur le terrain. Il a des tensions avec Mejbri. Je pense que physiquement il tient plus, il peut plus faire les mêmes courses qu'avant. Puis quand tu as un gamin de 18 ans qui te montre que son niveau est entre guillemets à des années-lumière du tien, ça, pour l'orgueil, ça fait un peu mal. Voilà, aujourd'hui concrètement, Sassi, comme l'a dit Tarek, je pense qu'il n'aura pas envie d'être remplaçant. C'est un taulier, Sassi, c'est un taulier de l'équipe nationale. Aujourd'hui, un taulier, il a jamais envie de finir sur le banc toute une compétition. De ce qu'il a montré à la Coupe Arabe, c'est sûr qu'aujourd'hui, la Tunisie doit avoir des meilleurs joueurs à l'image de la révélation Charleli. Après pour Keshrida, c'est pareil, c'est une excuse Covid. Je pense que tout le monde a remarqué que c'était juste des excuses pour pas avoir forcément la vraie raison. Je pense personnellement, c'est qui est mon avis. Je pense que Kebayer a vite compris que Draguer aujourd'hui était le titulaire indiscutable, donc ça fait quand même 2 ans que les deux se tirent la bourre pour être titulaire. Je pense que Keshrida depuis les 2 dernières années c'était plus lui le titulaire. Je pense que Kebayer a dû se dire que Keshrida n'allait pas forcément accepter d'être sur le banc et que pour l'ambiance autant mettre un Matlouti qui est extrêmement moyen et qui doit être très content d'être là. Et puis il nous a dit qu'Ali Abdi était polyvalent. Bon, ça c'est dommage parce que Keshrida ça aurait été une belle doublure. Ouais, puis je pense que Kebayer dans sa communication il n'a pas été très bon. Alors est-ce que c'est pas forcément sa communication vient pas de là-haut, c'est-à-dire qu'on l'a donné des ordres de donner ce genre d'explication, je sais pense pas. Il a privilégié, on va dire, le groupe. C'est ça. Cette Coupe d'Afrique, juste pour un peu finir avec tout ça, vous voyez qui en favori, en outsider pour cette CAN? Le Cameroun naturellement, elle est chez elle, une bonne équipe. Et il sera favorisé, ça c'est tout à fait normal. On peut mettre dans le même lot l'Algérie, même si Raïd, je partage sa position, et également la mienne où je disais que aucune équipe maghrébine n'a gagné en Afrique subsaharienne, mais ce sera peut-être une première, on ne sait jamais, sachant que les terrains, comme je le disais précédemment, sont bien, donc ils pourront... Voilà, la Tunisie, je vois dans le dernier carré, remporter un sacre. Après, on ne sait jamais avec le facteur chance. Je pense que dans le dernier carré, comme d'habitude, même quand on sous-estime la Tunisie, elle arrive toujours dans le dernier carré. Le Maroc aussi, l'Égypte, il y a tellement d'équipes, le Sénégal, beaucoup voient le Sénégal. Oui, après, clairement, je pense que les grosses équipes. S'il y a 2 équipes qui se détachent, c'est l'Algérie et le Sénégal. Moi, je suis... Et le Cameroun. Qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont à la maison. Oui, voilà. Oui, mais il y a l'Égypte aussi, c'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel est le favori ultime. De toute manière, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une surprise durant cette CAN. Parce que le tirage, le calendrier fait que on va se retrouver avec des 8e avec 2 équipes qui sont plus ou moins un peu faibles et qui vont se retrouver en quart de finale. Exactement. Donc, au final, il y aura des surprises. Maintenant, clairement, le Cameroun sera, à mon avis, comme l'a dit Tarek, favorisé. Par contre, j'attends quand même à ce que Eto'o, s'il y a des problèmes, par exemple, d'arbitrage, il s'est mis en avant pour organiser la Coupe d'Afrique. J'aimerais bien qu'il se mette en avant s'il y a des problèmes d'arbitrage. Parce qu'à mon avis, il va en avoir quand ça sera les matchs du Cameroun. Et du coup, on attend de voir ça. Mais voilà, clairement, Sénégal, Cameroun, après Algérie, puis tu as les outsiders, Maroc, Tunisie, Égypte. Voilà, comme d'habitude, au final. Une petite question pour terminer, la VAR sera appliquée ou pas lors de cette CAN? Dès les premiers matchs. C'est super. Dès les premiers Donc matchs. ça favorisera normalement, je pense, l'arbitrage, même si je pense que, comme tu le disais, il y aura forcément des erreurs. Voilà. Comme d'habitude. Bon, on a terminé avec ce volet de la CAN et puis on se retrouvera pour faire un petit point, peut-être la semaine prochaine. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Bonne CAN à tous. Merci à vous. Ciao. Ciao.